Voilà. Hop. Et puis donc, bah, j'ai désactivé le son pour tout le monde parce que l'idée, ça sera que les questions, vous les mettiez dans le chat. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, mettez-les dans la discussion. Et puis moi, après, je les reprendrai. Comme ça, on évite de... pas que ça soit une discussion comme ça, ce sera plus facile pour moi de gérer les questions-réponses. Alors, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous à cette première édition de la conférence qui s'appelle Microbiote intestinal et santé mentale, la nouvelle révolution. C'est un titre évidemment un peu flashy, tout autant que le visuel, mais c'est un titre qui est assez juste parce que, eh bien, peut-être vous voyez de plus en plus ça apparaître sur les réseaux sociaux, dans la presse. On parle de plus en plus du microbiote intestinal en lien avec la santé physique, mais aussi de plus en plus avec la santé mentale. Et c'est une nouvelle révolution. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le champ d'avenir quelque part au niveau de la recherche en santé mentale notamment. C'est vraiment un gros champ de perspective pour le futur. Alors, pour les personnes qui me connaissent peut-être pas, ben, je m'appelle Julien Borloo, je suis psychologue spécialisé en coaching en hypnose et je suis également nutritionniste. Donc, mon ambition un peu pour le futur, c'est de vraiment un peu joindre ces deux disciplines pour voilà, avoir une vision un peu plus holistique, si on veut, un peu plus complète de comment est-ce qu'on peut traiter les problématiques de santé mentale. Puis vous allez voir, je vais le détailler tout au long de la conférence, les liens qu'il peut y avoir. Et l'idée, c'est que dans cette conférence, ça ne soit pas juste du théorique. L'idée, ça va être que vous puissiez repartir aujourd'hui déjà avec quelques clés pratiques. Et puis, à la fin de la conférence, je vous proposerai aussi des manières d'aller encore un peu plus loin si vous le souhaitez. Alors, au programme, l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que notre système digestif est souvent appelé notre deuxième cerveau. Il y avait eu, je pense que ça date bientôt de 10 ans, un livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, il me semble, qui avait fait beaucoup parler. Maintenant, c'est la même personne qu'on voit dans le documentaire Netflix, donc ils ont remixé ça et qui avait un peu introduit cette notion, j'ai l'impression. Donc, au programme, l'idée, ça serait de comprendre ce que c'est que le microbiote intestinal, pour être sûr que vous compreniez bien ce que c'est et quel est son rôle dans la santé physique et mentale, et bah, surtout des clés pratiques pour comment prendre soin de son microbiote intestinal. Alors, notre système digestif. Alors, pourquoi est-ce que ça s'affiche pas? Bon, le texte s'affiche pas sur celle-ci. Ça commence bien. Le système digestif, on l'appelle notre deuxième cerveau parce qu'il contient entre 100 à 600 millions de neurones. Donc, des neurones, on en a à différents endroits dans le corps, mais c'est le deuxième endroit où il y en a le plus, et c'est l'équivalent à un cerveau de petit animal. Donc, c'est comme si on avait un petit cerveau d'animal dans le ventre, et tous ces neurones, ils servent à plein de choses, notamment, bah, évidemment, au processus digestif, donc comment on digère les aliments, mais ça va servir aussi à ce qu'on appelle la motilité intestinale. Donc, c'est comment nos intestins font bouger la nourriture dans nos intestins, ce qui est hyper important, sinon, ben, on est constipé et ça bouge, puis ça crée beaucoup de problèmes. Ça permet de libérer des enzymes digestives, ça permet de réguler aussi le flux sanguin, parce que, ben, typiquement, quand on est stressé, le sang doit aller dans les muscles parce que peut-être qu'il faut fuir. Alors que quand on doit digérer, eh bien, on a besoin que le sang aille du côté de l'estomac et des intestins pour nous aider à digérer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et puis, ce système nerveux entérique, il a un fonctionnement qui peut être autonome, donc il peut se débrouiller un petit peu tout seul, mais il y a des communications aussi avec le système nerveux central, donc le cerveau, via le nerf vague. Donc ce nerf vague, c'est un nerf qui relie le cerveau au système nerveux et qui se situe ici, plus ou moins vers le plexus. C'est pour ça que souvent, typiquement les émotions, ça nous prend à ce point-là, notamment l'anxiété. C'est pour ça enfin, c'est un centre avec beaucoup de neurones, beaucoup de nerfs. Alors,
le microbiote, finalement, qu'est-ce que c'est? Avant, on parlait de flore intestinale. Maintenant, on parle de microbiote intestinal et ça se réfère à l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Donc, dans toute cette sma-là, eh bien, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des champignons, des levures, des bactériophages. Donc, c'est des petites cellules qui mangent des bactéries, des parasites et d'autres microbes. Les bactériophages, par exemple, c'est un autre sujet d'étude passionnant. On parle de la résistance aux antibiotiques de plus en plus parce que c'est un problème sociétal qui arrive, c'est-à-dire que beaucoup de bactéries ne sont plus éliminées par les vaccins. Non, pardon, pas les vaccins, les antibiotiques. Et donc, on va devoir trouver d'autres manières. Et notamment, on peut utiliser des bactériophages qui sont des sortes de bactéries qui vont manger d'autres bactéries et qui pourraient être des alternatives. C'est quelque chose qui est relativement ancien, mais qui s'était un peu perdu et qui va revenir au goût du jour. Donc, il se passe beaucoup de choses au sein de notre microbiote intestinal. Et pour bien le comprendre, il faut comprendre sa composition. Alors, les chiffres, l'échelle est large, hein, je vous l'avoue. Euh, il y aurait entre 40 et 500 milliards de micro-organismes. Donc, évidemment, c'est difficile à évaluer, hein, c'est pour ça que l'échelle est super large. Et ça représenterait entre 2 à 3 kilos de notre poids corporel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, rien que dans notre microbiote intestinal, on a pour 2 à 3 kilos de bactéries, virus, etc. Donc, ça fait un sacré paquet de personnes en nous. Et puis, le microbiote, eh bien, il a plusieurs rôles. Alors, évidemment, c'est dans les intestins, donc il aide à la digestion et à l'absorption des nutriments. Euh, il va produire aussi certaines vitamines. Donc, par exemple, la vitamine K, elle est produite dans notre microbiote, dans nos intestins. C'est pour ça, notamment, qu'on donne la vitamine D et la vitamine K au nouveau-né. Parce qu'un nouveau-né, il n'a pas encore toutes ces bactéries en lui. Et donc, on doit lui administrer cette cette vitamine pour commencer à la produire au sein de son microbiote. Et pour compenser jusqu'à ce que le microbiote se forme et puisse le produire suffisamment. Il y a d'autres vitamines qui se créent également au sein du microbiote, notamment celles du groupe B. Alors attention, parce que typiquement, s'il y a des végétariens, véganes dans l'assemblée, eh bien, ils verront vitamine B12, puis ils diront, ah, mais pourquoi est-ce on me tanne avec le fait que je dois me complémenter si je suis végane? Eh bien, euh, c'est nécessaire. Oui, le microbiote peut créer en partie de la B12, mais il y a quelques problématiques. C'est que ces bactéries, elles produisent la vitamine B12 notamment dans le côlon, alors que l'absorption de la B12, elle se fait dans l'iléon, plus haut dans le trajet. Donc, ça veut dire que finalement, cette B12, elle ne va pas être assimilée par le corps. Il y a beaucoup en fait, de cette B12 qui est utilisée au sein même de la communauté microbienne. Donc, ils se nourrissent entre eux de cette B12. Et puis, les autres vitamines du groupe B, elles vont être produites, mais elles ne suffisent pas, elles ne sont pas suffisantes pour couvrir nos besoins. C'est pour ça qu'on doit aller avec l'alimentation. Et troisièmement, il y a une régulation du système immunitaire. Donc, ça permet, le microbiote, il permet de maintenir l'équilibre entre les réactions de défense et de tolérance, avec les virus, par exemple, et un rôle de maintenance aussi des entérocytes, donc les cellules de notre système digestif. C'est-à-dire qu'il les répare, il les protège contre les pathogènes, en empêchant la colonisation. Donc, c'est un peu des bodyguards, réparateurs, maçons de notre système digestif. Donc, on comprend déjà là que on a intérêt à ce qu'on ait la bonne population de bactéries et que ce soit un microbiote qui soit en bonne santé. Sinon, on peut déjà un peu deviner les problématiques qui vont arriver. Maintenant, avec ces bactéries, on peut avoir différents types de relations. Alors, celle qu'on souhaite, c'est la relation de symbiose, c'est-à-dire qu'il y a une association vitale et durable entre deux êtres vivants appartenant à des espèces différentes. Donc là, entre nous, humains, et des bactéries. Donc là, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est la lune de miel.
Mais eh ben, quand la relation se dégrade entre ces 2 parties, eh bien, on rentre dans ce qu'on appelle une dysbiose. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Et là, ça va être un état sous-optimal du microbiote intestinal. Donc il y a un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc c'est vraiment il y a, c'est un des migrations de populations bactériennes et on a envie d'avoir certaines populations et pas d'autres. Et puis il y aura de toute façon un peu de tout. C'est vraiment, la tour de Babel, si on veut, notre système digestif. Mais on a besoin d'avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises. Puis après, il y a d'autres types de relations. Ça peut être le parasitage ou des bactéries pathogènes. Je vous ai mis des exemples ici. Mais ça nous intéresse un petit peu moins pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui influence le microbiote? Il y a une part de génétique, donc ça, bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a le mode de naissance qui va différencier le microbiote, c'est-à-dire que si on est un bébé qui naît par césarienne, on n'a pas le passage au travers du vagin de la maman, et donc Heu, on va pas être imprégné de toutes les bactéries de la flore vaginale, par le passage. Donc après, c'est des choses qu'on peut un petit peu corriger, en donnant par exemple des probiotiques. On va reparler des probiotiques après, mais des probiotiques de flore vaginale, par exemple, on peut donner ça à des nourrissons, pour que, ça compense un petit peu ce qu'ils n'ont pas eu en sortant. Pareil, un bébé qui n'est pas allaité au sein, il va pas bénéficier de certaines bactéries. Donc ça change déjà. On voit dans les premiers instants de vie, on a déjà des différences qui apparaissent. Il y a l'hygiène, donc si on a des animaux domestiques, la propreté de notre appartement comme ça, ou si on joue beaucoup dehors, et cetera, ça va avoir un impact. Donc contrairement à ce qu'on pensait avant, où on essayait parfois de surprotéger les enfants en nettoyant tout, en étant hyper hygiénique, en fait, c'est très mauvais parce que ça les empêche d'obtenir certaines bonnes bactéries. Donc, c'est bien, l'hygiène, c'est bien, mais c'est bien aussi de laisser les enfants être un peu dans la saleté, jouer dehors, etc. Ça leur fait une bonne colonisation bactérienne. Évidemment, ben, si on prend des antibiotiques, si on en a eu beaucoup, par exemple, dans la jeunesse, ou si on en a régulièrement, ben, ça tue toutes les bactéries, donc les mauvaises, mais aussi les bonnes. Donc ça, on le verra aussi avec les probiotiques, mais c'est vraiment important quand on a une prise d'antibiotiques d'ensuite faire une cure de probiotiques pour recoloniser avec des bonnes bactéries. Puis ensuite, ben, il y a des facteurs comme le stress qui va impacter négativement, l'exercice physique, le sommeil, l'alimentation, qui eux vont avoir un bon impact en général. Après, il y a un petit quand même avertissement que j'ai pas fait au tout début de cette conférence, c'est que la recherche en nutrition et encore plus au niveau microbiote intestinal, elle est jeune. Il y a beaucoup d'études qui sont basées sur des expérimentations avec des souris notamment, pas forcément répliquées encore sur des humains. Donc faut toujours prendre les résultats avec des pincettes. Faut voir ça pas comme des faits forcément ancrés dans le marbre, mais comme des pistes pour le futur. Et puis en nutrition, bah voilà, il y a souvent le ça dépend. Parce que ça dépend de qui vous êtes, de vos problématiques personnelles, des objectifs, etc. Donc ça, voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est important de le préciser. Alors, ce qui détruit notre microbiote, donc qui a un impact négatif. J'ai dit, le stress, ça a un impact sur le microbiote. Parce que les bactéries, elles peuvent répondre aux signaux de stress des hormones, par exemple, qui sont appelées des catécholamines, à l'intérieur du corps. Et ces catécholamines, elles influencent directement la croissance et la virulence des bactéries pathogènes. Donc ça va perturber l'équilibre. Si on a trop de stress, ça va faire basculer l'équilibre vers des mauvaises bactéries plutôt que des bonnes. Des produits chimiques, pesticides, métaux lourds, et cetera. Ça va avoir un impact et ça va perturber notre microbiote. D'où l'importance de manger plutôt des choses bio. Les antibiotiques et les médicaments, on vient d'en parler. L'alcool, cigarettes, drogue, toutes ces substances-là vont influencer. Alors, dire comment exactement, c'est encore compliqué. Typiquement, la cigarette, il y a des études qui montrent que la cigarette, elle modifierait le microbiote qui est déjà présent dans notre bouche. Et ça pourrait expliquer pourquoi on aurait plus envie de manger quand on arrête la cigarette et pourquoi on prendrait du poids.
Ce ne serait pas forcément qu'un mécanisme compensatoire, ça pourrait être simplement que notre microbiote demanderait plus de nourriture. Et puis, il y a les produits alimentaires transformés, comme les édulcorants artificiels, tout ce qu'on a encensé en disant on diabolisait le sucre, puis regardez ce sucre artificiel, c'est bien mieux. Ben non, en fait, on se rend compte que c'est vraiment pas terrible. Les émulsifiants. Donc ça, finalement, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans tous les produits transformés. Regardez les étiquettes, ça c'est hyper important. Alors vous allez un peu désespérer quand vous allez regarder les étiquettes dans les supermarchés parce que vous allez voir à quel point on mange des trucs vraiment pas top. Mais voilà, ça c'est hyper important. Donc d'où l'importance de manger le plus possible bio, de saison, fait maison, des produits où il n'y a pas une liste de 50 choses dans ce que vous mangez. La règle un peu, c'est vous devez comprendre tous les mots qu'il y a derrière l'étiquette et puis, ça doit être des choses que vous pouvez imaginer. C'est un émulsifiant E432, j'arrive pas à m'imaginer à quoi ça ressemble. Si je vois sucre, huile de colza, n'importe quoi, ça, j'arrive encore à me représenter. Alors, pourquoi c'est embêtant? Parce que quand il y a une perturbation du microbiote, ça peut amener à des dysbioses, on en a parlé avant, et ça peut amener à ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Ils appellent ça en anglais le leaky gut. Donc, c'est le syndrome de l'intestin qui fuit. Ça veut dire que la muqueuse intestinale, elle est fragilisée et du coup, c'est comme s'il y avait des trous qui se formaient. Elle laisse passer dans le sang des substances qui ne devraient pas y rentrer. Normalement, il y a cette barrière entre la circulation sanguine et le système digestif et ça doit être hermétique. Où il y a des choses qui peuvent passer mais qui sont sélectionnées. Tout d'un coup, il y a des trous et puis il y a des choses qui ne devraient pas passer qui passent. Typiquement, je sais pas, vous avez par exemple une diarrhée et vous mangez des produits laitiers. Il faudrait éviter de manger des produits laitiers quand on a une diarrhée, enfin du lait notamment, des fromages encore à pâte dure, ça peut aller, parce que la paroi est abîmée et il risque d'y avoir du lait ou comme ça qui passe à travers dans le sang directement sans avoir été digéré. Le sang va pas savoir quoi faire de ça parce que normalement il a besoin que ça soit digéré pour pouvoir l'absorber. Et du coup, il va se mettre en alerte et se dire, attention, il y a un danger. Parce qu'il ne sait pas quoi faire de ce lactose. Et donc, il va l'identifier comme un agent pathogène et ça va créer du coup une réponse immunitaire. Et c'est ça qui va faire que tout d'un coup, peut-être on va devenir intolérant au lactose. Juste parce que on avait un intestin qui était perméable et du coup, il y a des choses qui passent dans le sang qui ne devraient pas. Et ça peut amener dans des cas plus graves à des pathologies intestinales ou extra-intestinales comme des maladies auto-immunes et des maladies métaboliques. Et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant d'autres maladies auto-immunes. Moi-même, je suis atteint d'une maladie auto-immune. Et souvent, alors, on a de la peine encore à expliquer les causes de ces maladies. Ben, ça peut en être une. Et je pense que notre mode de vie, notre mode d'alimentation n'est pas étranger à ça. Alors, comment reconnaître si j'ai un microbiote déséquilibré? Alors, il y a des analyses de microbiote, mais c'est encore assez contesté, c'est pas forcément hyper fiable, etc. Encore, c'est assez expérimental encore. Mais il y a certains signes, typiquement le fait d'être malade souvent, d'être anxieux, déprimé, d'où l'importance dans les cabinets psy d'aborder cette question. C'est quand je prends des antibiotiques, j'ai des diarrhées, plein de troubles digestifs, je prends beaucoup de poids rapidement, ou bah, typiquement des maladies de peau, de l'eczéma, des maladies auto-immunes, toutes ces choses-là, ça peut être des allergies, ça peut être des signes. Alors, microbiote et santé physique. On va commencer par la santé physique, l'impact que ça a. Le microbiote, ça aide à la fermentation des fibres alimentaires. Donc, les fibres, tout ce qu'il y a dans les produits, les céréales complètes, les légumes, les fruits. Ça va produire des acides gras à chaîne courte, qui sont appelés des postbiotiques, parce que c'est les déchets des bactéries du microbiote. Et donc ces bactéries, elles vont digérer ça, elles vont faire fermenter ces fibres, elles produisent ces acides gras, comme l'acétate, propionate, butyrate, et ces acides gras, ils vont nourrir les cellules de l'intestin et contribuer à leur santé. Donc on voit que voilà, ils se rendent service l'un l'autre. Le butyrate, on peut l'appeler aussi l'acide butyrique.
c'est quelque chose qui se trouve dans le beurre aussi. Donc, par exemple, c'est pas mauvais de manger du beurre. Après, il faut en manger un petit peu. Pas, c'est toujours là dans la quantité hein, que ça se joue. Mais le manger du beurre, ça a une action protectrice sur le cancer du côlon, par exemple. Donc, ça, c'est un impact de la digestion sur la santé physique. Euh, Par rapport aux maladies métaboliques, donc, il y a eu des études qui montrent une connexion entre le microbiote et des maladies comme l'obésité, le diabète de type 2, qui sont des problématiques hyper fréquentes dans notre société actuelle. Et puis, ben, quand il y a un déséquilibre dans le microbiote, ça va amener de l'inflammation, la résistance à l'insuline et la prise de poids, puis tout le cercle vicieux que ça induit avec le diabète et l'obésité. Et il y a des études qui ont été faites notamment chez des souris, où c'était des souris saines, dans lesquelles ils introduisaient des bactéries du microbiote de personnes qui étaient obèses, et ils ont constaté que les souris commençaient à prendre du poids. Donc c'est là où ça devient très intéressant, c'est que on voit qu'en fait, il y a des personnes qui vont prendre du poids parce qu'elles ont des bactéries qui leur font prendre du poids, il n'y a pas un bon équilibre au niveau microbiote. Et donc, ces personnes, elles vont faire plein de choses, du sport, des régimes, des machins, rien ne va changer parce que, ben, au niveau microbiote, il y a un déséquilibre. Au niveau système immunitaire, donc, on l'a vu, il y a le microbiote, les bactéries vont permettre d'identifier des agents pathogènes et faire le tri avec les substances inoffensives. Donc, c'est un peu des videurs comme ça, comme de boîtes de nuit qui vont dire toi, tu restes là, toi, tu rentres, etc. Et puis, ben, ça va permettre de prévenir les maladies auto-immunes et inflammatoires en s'assurant que c'est toujours une question d'équilibre, de symbiose. Et on revient à ce côté hyperperméabilité intestinale. Ça, j'y reviendrai. Alors, ça demande, si vous pensez que vous avez ça ou si vous souffrez d'hyperperméabilité, ça demande d'être suivi quand même par un gastro-entérologue et par des diètes ou nutritionnistes. Mais une manière de traiter ça, c'est typiquement à travers la prise de probiotiques et de glutamine. Ça, je vous enverrai dans le mail à la fin. Vous allez recevoir un mail avec tous ces compléments que je cite aujourd'hui. Je vous enverrai des liens pour que vous ayez des références. Et puis on arrive au microbiote et à la santé mentale. Donc il y a un axe intestin-cerveau, comme je vous ai dit, avec le nerf vague, qui va permettre de communiquer dans les deux sens, par voie hormonale et immunitaire. Donc ça peut être par différents neurotransmetteurs, notamment par différentes hormones qui communiquent pour que ben, le job se fasse au mieux. Donc, le microbiote, il peut produire des neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, vous en avez sûrement entendu parler, là, il y a la sérotonine, dopamine, mélatonine, le GABA. C'est des messagers chimiques, en fait, qui vont induire certains états. Donc, c'est un peu, il faut voir ça comme des playlists. Tout d'un coup, on va avoir une playlist un peu sérotonine qui va s'enclencher. Et ça, on va se sentir bien, relax, etc. Après, c'est la dopamine, peut-être qui va être plus mis en avant. Puis là, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Donc, on a besoin de ces neurotransmetteurs pour un bon fonctionnement mental. Et ben, on comprend bien que si ils sont notamment fabriqués au travers de l'alimentation et du microbiote, eh ben, on a besoin que les deux fonctionnent bien. Sinon, si le microbiote ne va pas du tout, on va manquer de ces neurotransmetteurs et la tête va mal aller. Donc, la vision traditionnelle des psys qui se focalisent uniquement sur cette partie-là, puis tout se passe dans la tête et les traumas d'enfance, et je sais pas quoi, ben non, désolé, mais c'est complètement erroné. On doit prendre tout ça en question. Donc, je vous en ai mis quelques-uns qu'on trouve dans l'alimentation, le tryptophane, donc qui va permettre de produire la sérotonine et la mélatonine, donc amélioration d'humeur et la régulation du sommeil. Tryptophane, on trouve ça dans les viandes, notamment dinde, poulet, œufs, dans les graines de chia, dans toutes les graines un peu sésame, noix, amandes, noix de cajou, les céréales et légumineuses, poissons, donc aussi dans des produits laitiers, le parmesan, le gruyère, etc. Donc typiquement, les personnes qui sont dans un truc de non, pas de féculents, avant d'aller manger,
Bah, peut-être c'est dommage parce que dans les féculents, il y a des tryptophanes, ça va vous aider à dormir. Tyrosine, ça permet de produire de la dopamine, donc qui nous aide au niveau de la motivation, et de l'adrénaline, donc la réponse de stress, qui est nécessaire pour bien vivre. Tyrosine aussi dans les viandes, œufs, bœuf, dinde, veau, porc, les produits de la mer, produits laitiers, les algues aussi, par exemple la spiruline, c'est top, les légumineuses, toutes les graines oléagineuses. Ça, c'est toutes des choses qui sont super bonnes pour la santé. On le verra encore après. Et puis, il y a l'acide indole lactique. C'est un antioxydant, ça, c'est quelque chose qui protège vos cellules contre, par exemple, le vieillissement cellulaire qui amène au cancer. Et ça aurait un impact sur les symptômes dépressifs. Et ça se trouve dans les aliments fermentés, type choucroute, kimchi, kombucha, tout ça. Ça, on va en parler encore après. Et puis, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je mets souvent des stories parce que je fais des fermentations maison. Donc ça, je vous invite à le faire. C'est hyper simple, c'est bon. Ça permet de garder vos aliments longtemps. Microbiote et santé mentale, toujours. Donc, il y a des recherches qui indiquent, qui ont vu des liens entre un déséquilibre du microbiote et des dépressions, l'anxiété, troubles de l'humeur. Euh, et on voit que certaines bactéries peuvent moduler ça. Donc, des bactéries, par exemple, les Bacillus et les Serratia, ils augmenteraient le niveau de base de dopamine. Candida et Streptococcus et aussi d'autres Enterococcus. Bon, je fais du name dropping là. Ça aide à la sérotonine, donc aussi pour l'humeur. Et puis les lactobacilles et les bifidobactères. Donc ça, c'est beaucoup dans lactobacilles, beaucoup dans les produits fermentés, bifidobactères dans les yogourts, produits laitiers. Ça augmente le niveau de GABA, donc ça va être quelque chose qui nous calme plutôt. Et pareil, avec des souris, ils ont vu que de transplanter le microbiote de personnes qui ont des symptômes anxio-dépressifs. Si on transplante leur microbiote dans une souris saine, la souris commence aussi à montrer des signes de anxio-dépressifs. Donc ça, à nouveau, c'est un peu de la musique d'avenir sur des transplantations de microbiote. Ça se fait déjà un petit peu. Il y a des gens qui le font de manière artisanale. Si vous regardez le documentaire sur Netflix, il y en a qui parlent de ça. Après, sur Netflix, il faut toujours se méfier parce que les documentaires, c'est toujours hyper génial, révolutionnaire, alors que la recherche n'est pas encore assez loin là-dedans. Mais ça se fait déjà pour certaines maladies auto-immunes, des transplantations de microbiote. Donc c'est vraiment, on prend du caca d'autres personnes et puis on va le mettre dans notre système digestif. C'est pas très charmant, mais ça montre des résultats. Alors là, on va aller un peu dans l'alimentation qui va promouvoir une bonne santé mentale. Ce qui a vraiment, notamment par rapport à la dépression, c'est les oméga 3. À moins que vous mangiez des poissons gras régulièrement pendant la semaine, vous êtes sûrement en déficit d'oméga 3. Et ça, on voit que ça a des effets bénéfiques sur la dépression, alors à certaines doses. Et la vitamine D aussi. Donc, vitamine D, ça se synthétise par le soleil sur la peau. Donc, dans notre hémisphère, là, on va rentrer dans la joyeuse période de la dépression hivernale, dépression saisonnière, qui est notamment due à un manque de vitamine D et aussi à une perturbation des rythmes circadiens. Donc, contre la dépression saisonnière, il faut faire de la luminothérapie, une lampe le matin, voilà, 30 minutes, et la vitamine D en complément. Ça peut se prendre à toute l'année, la vitamine D, mais c'est une carence vraiment qui est hyper présente et qui a vraiment des problèmes, enfin, qui pose vraiment problème au niveau de l'humeur. Ça, pareil, je vous mettrai toutes les références de ces compléments-là, parce que dans la jungle des compléments, on trouve un peu de tout. Et donc, j'ai fait un peu mes petites recherches pour trouver des produits de qualité. Il y a aussi, ça c'est aussi quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est le lien entre les vitamines B6, B9, B12 et l'hyperhomocystéinémie. Pas facile à prononcer. L'homocystéine, c'est un acide aminé toxique qui va s'accumuler dans le corps lorsqu'il y a un déficient en vitamine B. Et, eh bien, on commence à voir que cet excès d'homocystéine, il serait en lien avec plein de maladies comme la dépression, les démences, les TOC, l'anxiété, Alzheimer, donc AVC, Parkinson, troubles bipolaires, même sclérose en plaques. Et on voit que dans certaines études, ils ont réussi à réduire des symptômes de personnes schizophrènes. euh, et ils ont réussi à réduire ces symptômes
avec un traitement en vitamines B6, B9, B12. Donc, des vitamines, un truc qu'on prend un peu comme ça, on se dit, ouais, ça, je sais pas si ça a un vrai impact. Ça permet de réduire certains symptômes cliniques de la schizophrénie, ce qui est assez fou. Et on constate aussi que ces niveaux sont plus élevés chez des personnes qui souffrent de dépression. Donc, j'espère, et c'est aussi vers là que moi je me dirige, on va commencer peut-être à pouvoir traiter des personnes qui ont des dépressions ou de l'anxiété, simplement avec des produits vitaminés. Donc, à des doses quand même assez élevées dans les études, mais c'est assez fou de se dire ça. Puis évidemment, ces produits, on les voit, on les trouve dans l'alimentation, dans les produits animaliers, mais aussi dans les aliments complets, notamment pour B6, B9. Dans le top, hein, au niveau des vitamines, des minéraux, c'est le foie de veau. Alors, faut aimer, hein, mais un peu de foie de veau de temps à autre, bah, évidemment pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, etc. C'est top, ça va vraiment amener beaucoup de choses. Pour les personnes aussi qui sont en manque de fer, dans l'audience, il y a beaucoup de femmes. Manger du foie de temps à autre, ça peut être une bonne chose. Alors, maintenant, on passe un peu à l'aspect pratique. C'est quoi les clés pour prendre soin de son microbiote? Alors, sans trop de surprise, une alimentation équilibrée. Alors, on va voir qu'est-ce que j'entends par là. On parle souvent du régime méditerranéen, dont on en parle depuis des années. C'est, en gros, les principes de base, c'est des glucides complexes plus que des glucides simples. Donc, plutôt des produits, de la farine complète, du pain complet, si possible au levain. Voilà, des choses, pas des pâtes blanches, où c'est hyper, ou bien du sucre raffiné, quoi. Plus de protéines végétales que de protéines animales, donc par exemple des lentilles, des pois chiches, des haricots, des choses comme ça. On a vu l'importance aussi des protéines animales, mais toutes ces, toutes ces protéines végétales, elles vont avoir beaucoup de fibres, donc ça va être super pour le microbiote. C'est le troisième point, beaucoup de fibres alimentaires, parce qu'on a vu que c'était ça dont se nourrissait notre microbiote, et beaucoup de graisses végétales, donc huile d'olive, ça va être les oméga 9, avocat aussi, puis autrement, cameline, colza, lin, chanvre, c'est tous les oméga 3. On a vu les oméga 3, ça peut être dans les poissons, mais aussi au niveau végétal, l'idéal, c'est mieux dans les poissons, mais si on peut combiner les deux, c'est top. Donc, il faudrait un peu tous les jours, un tout petit peu de beurre, un peu d'huile d'olive, et un peu d'une huile d'oméga 3. Euh, alors, de qualité, il faut bien la mettre au frigo, pas que ça s'oxyde. Mais ça, c'est le top. Ensuite, on a les pré- et les probiotiques. Les probiotiques, c'est les bactéries. Donc, c'est des micro-organismes qui vont peupler notre système digestif. On peut retrouver dans les compléments alimentaires, si on a besoin de vraiment sélectionner, puis d'avoir suffisamment de bactéries, mais dans tous les produits fermentés. Donc finalement, manger un peu comme nos grands-parents, c'était pas mal. Tous ces produits qui étaient faits pour être gardés, ben, les probiotiques, il y en a dans le yogourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, le kombucha, toutes ces choses qui sont fermentées, qui sont gazeuses. Alors, dans la bière, parce que peut-être qu'il y en a qui vont venir avec ça, oui, la bière, c'est un produit fermenté. Oui, il y a quand même un petit peu des bonnes bactéries. Maintenant, ben, il y a l'alcool, et on a vu que l'alcool est négatif. Donc, il y a plus de choses négatives que positives à boire de la bière comme produit fermenté. Si en complément, il faut s'assurer que ça soit en gélule, pas en sachet, ou en sachet, pardon, et pas des comprimés qui sont vraiment tassés, qui vont perdre en qualité, puis les bactéries vont être mortes, en fait. Il y a plein de compléments, en fait, où vous achetez des bactéries mortes. Et c'est dommage parce que c'est pas donné. Il faut qu'il y ait au moins 3 souches différentes, minimum 1 à 4 milliards d'UFC, donc ça veut dire de bactéries à l'intérieur. Et au début, il faut une cure de 3 mois. Ça, à nouveau, je vous mettrai les références dans le mail que vous recevrez après. Les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Donc, les prébiotiques nourrissent les probiotiques. Les prébiotiques, ben, c'est tout ce qui est dans les fibres alimentaires, donc fruits, légumes, céréales complètes. Il y a les fibres insolubles, c'est les choses qui ne sont pas digérées mais qui font du volume. C'est ce qui fait que ben, vos selles, elles ont du volume. Ça permet à ce que ça transite. Et les fibres solubles, c'est ce qui peut être rapidement transformé en purée, par exemple. Donc, par exemple, la peau des courgettes, c'est des fibres insolubles.
La chair des courgettes, c'est des fibres solubles. Et c'est les fibres solubles qui vont nourrir les bactéries en formant une sorte de gel. Par exemple, vous verrez dans les... Je vais vous donner des recettes. Ce sera des recettes, par exemple, pour le petit-déj de pudding de chia. C'est du chia dans de l'eau ou dans du lait. Et puis ça va gonfler, ça fait une sorte de gel un peu visqueux. Ça, c'est top pour votre microbiote. Alors, pourquoi c'est important les fibres? Là, il y a la liste des bienfaits, donc réduction du taux de cholestérol. Ça réduit la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Ça augmente la sensation de satiété parce que plus il y a de fibres, plus ça met du temps à digérer. Donc, on va avoir faim plus tard. Donc, si vous mangez que des pâtes blanches, par exemple, 1, 2 heures après, vous avez de nouveau faim. Si vous mangez des lentilles, des pâtes complètes, ça va vous durer 3, 4 heures, 5 heures. Le fait d'avoir des fibres, ça va prévenir la diarrhée et les selles qui se défont. Ça va atténuer les symptômes du côlon irritable. Ça nourrit le microbiote, on l'a vu. Et il y a d'autres bienfaits encore. Puis on voit à la fin préconisé dans la prévention des risques de cancer digestif, en particulier du cancer colorectal, avec l'acide butyrique qu'on trouve notamment dans le beurre. On en a parlé. Pour que vous ayez une idée, probablement vous n'avez pas assez de fibres. C'est pour ça on nous embête avec l'assiette hein, où il y a la moitié de légumes, un quart de protes, un quart de glucides, féculents. Souvent, on n'est pas à ça. Donc, pour que vous ayez, idéalement, il faudrait aux alentours de 30 grammes de fibres. Donc, 10 grammes de fibres, c'est équivalent à 75 grammes de pruneaux, 60 grammes d'avoine, 200 grammes d'endives, etc. Donc, on voit que, par exemple, il faudrait 600 grammes d'endives dans la journée. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup en même temps, une fois qu'on se concentre un tout petit peu sur avoir une bonne alimentation. Vous verrez, alors faut pas, si vous mangez pas de légumes, faut pas vous dire après cette conférence, ah, je vais manger 600 grammes d'endives parce que vous allez être complètement constipé, ça va ballonner, ça va pas aller du tout. Donc si vous mangez très très peu de fibres, faut vraiment augmenter progressivement. Sinon vous allez vous dire, ah mais Julien, il dit n'importe quoi, j'étais super mal après, donc je vais manger que de la bidoche. Non. Donc ça nécessite un suivi avec un professionnel après pour vous faire accompagner là-dedans, si c'est trop compliqué pour vous. Alors, ça, c'est la dia qui fait toujours plaisir. C'est comment évaluer si j'ai assez de fibres ou pas. Eh ben, les matins, tous les matins, j'espère. Ça, c'est déjà, si vous n'allez pas tous les jours aux toilettes à sel, c'est probablement que vous êtes constipé. Donc, une crotte de qualité, c'est une crotte de type 4. Ça veut dire une sorte de saucisse qui sort naturellement et on n'a pas besoin de pousser. Quand on s'essuie, il n'y a pas grand-chose sur le papier. Avant ça, vous êtes constipé. Ensuite, type 7, c'est la diarrhée. Type 5 et 6, c'est pas de la diarrhée, c'est souvent des décharges de constipation. C'est-à-dire qu'il y a eu le bouchon, ça a bloqué, tout d'un coup ça se débloque, puis pff, il y a eu un peu de liquide qui s'est accumulé. Donc ça, c'est un bon moyen, si vous regardez vos selles tous les matins, c'est un bon moyen de savoir est-ce que j'ai assez de fibres, est-ce que j'ai une alimentation qui est bonne. Autre chose qui est super importante, c'est boire suffisamment. La plupart des constipations, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans l'assemblée qui sont constipées, qui ne sont pas allées à celle aujourd'hui, typiquement. Ça peut être résolu la plupart avec du sport ou juste de la marche et suffisamment boire, donc ça veut dire 2 à 3 litres d'eau dans la journée. Et petite info, si ça peut vous motiver à boire, quand c'est un type 2, vous voyez que le caca il est craquelé, ça veut dire que votre corps, il était déshydraté. Et donc, il s'est dit, j'ai besoin d'eau, donc je vais aller la chercher dans les selles, dans le système digestif. Et ça fait que ça enlève l'eau, votre tube digestif, il se serre, et du coup, il serre les selles, et ça fait que vous avez l'empreinte de votre système digestif, de votre côlon sur les selles. Donc, si vous voulez pas que votre corps aille chercher de l'eau dans votre tube digestif, buvez de l'eau au robinet, c'est quand même un peu plus sympathique. On a vu l'importance des oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est une action sur le système nerveux et c'est anti-inflammatoire. Donc, ça va permettre notamment de créer les gaines de myéline. C'est les gaines comme qui sont autour de nos nerfs. C'est un peu comme autour de câbles électriques. S'il n'y avait pas de gaines autour des câbles électriques, on se ferait électrocuter, il y aurait des courts-circuits tout le temps. C'est pareil. On manque d'oméga 3.
il n'y aura pas de bonne gaine autour de nos nerfs, puis nos nerfs, ils vont commencer à disjoncter. Ça pose plein de problèmes. Donc, je vous l'ai dit, mangez des poissons gras, si possible, les petits, parce que les gros poissons gras, ils vont avoir mangé plein d'autres poissons, ils vont avoir accumulé beaucoup plus de métaux lourds. Parce que malheureusement, on vit dans un monde pollué et les océans sont remplis de métaux lourds. Donc, privilégiez des petites sardines, des anchois, des choses comme ça, et les huiles végétales. Puis en complément, moi, par exemple, je me complémente à l'année parce que je fais beaucoup de sport. Puis voilà, ben, j'ai un métier qui est demandant. Donc, je me complémente parce que je sais que j'aurai pas assez d'apport avec des poissons, par exemple. L'activité physique, notamment au niveau cardio, c'est corrélé à une diversité microbienne. Donc, après, on pourrait se dire les gens qui font du sport ont peut-être une meilleure alimentation. Donc, il y a plein de facteurs comme ça. Mais il y a des liens entre l'activité physique, alors avec la santé physique et mentale de toute façon, mais aussi avec la qualité du microbiote. Le sommeil, alors le côté repos, donc il y a le côté stratégie de gestion du stress. Donc le stress, c'est nécessaire à ce qu'on puisse bien vivre, mais dans une certaine dose. Donc s'il y en a trop, il faut qu'on ait des bonnes stratégies de gestion. Alors ça, chacun a les siennes, la relaxation, la méditation, de la marche, du sport, différentes choses. Un sommeil de qualité hyper important. Alors, pour la santé en général, on voit qu'il y a, les études sont pas encore au clair là-dessus, mais on voit qu'il y a une influence un petit peu, le sommeil influence le microbiote et le microbiote influence le sommeil. Mais ils sont pas encore très au clair sur quels mécanismes sont à l'œuvre, donc je vais pas plus m'étendre là-dessus. Donc, en résumé, si vous voulez prendre soin de votre microbiote et si vous voulez garder qu'une seule dia d'aujourd'hui, c'est beaucoup de fibres, en allant progressivement si vous en mangez pas suffisamment aujourd'hui. Une bonne hydratation, donc je dis entre 2 et 3 litres d'eau, mais ça dépend de votre corpulence, de la chaleur qui fait, de votre activité physique. Mais voilà. Ça, si vous sentez que vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Si votre urine est colorée, vous êtes pas suffisamment hydraté. Voilà, ça c'est facile à dire. C'est facile à estimer comme ça. Et puis du coup, je vais m'hydrater en disant ça. Un minimum de produits transformés et de substances nocives. Donc éviter au maximum l'alcool, la cigarette, les drogues, enfin voilà. Et cuisiner le plus avec des aliments bruts, vous-même, de saison, c'est le top. Un maximum de diversité dans les fruits et légumes. Donc en anglais, ils disent eat the rainbow, donc manger l'arc-en-ciel. C'est un bon tips à se rappeler. Essayez d'avoir différentes couleurs dans votre assiette parce que chaque couleur va être en lien avec certains nutriments, certaines vitamines. Donc, si vous avez constamment des couleurs, du rouge, du vert, du violet, etc., dans votre assiette, comme ça, rien qu'à l'œil, vous pouvez probablement vous dire que vous avez une bonne diversité de nutriments. Donc, ça, c'est une bonne chose. Des huiles de qualité, on a vu oméga 3 et huile d'olive, et un petit peu de beurre avec parcimonie. Des cuissons plutôt douces, euh, qui vont abîmer le moins possible les aliments, parce que si vous faites frire tout ce que vous mangez, ben, ça va tuer toutes les vitamines, etc. Donc plutôt des cuissons vapeur ou des cuissons à la poêle, mais douces. Il faut éviter qu'il y ait du cramé en fait sur votre nourriture, ça c'est cancérigène. 2 à 3 poissons gras, donc là on est par semaine, ça, on est sur les oméga 3 ou une supplémentation si c'est plus simple pour vous. Puis il y a aussi comment on mange qui va être important. Donc, bien mâcher, ça veut dire bien mâcher. Je pense 100% des gens dans la conférence ne mâchent pas assez. Je peux m'inclure parfois aussi là-dedans, même si je fais attention à ça. Bien mâcher, ça veut dire qu'on doit avaler de la pâte, une texture lisse. Si vous avez des bouts, si vous avalez des bouts d'aliments, c'est que vous n'avez pas suffisamment mâché. Donc ça veut dire, parfois on mastique 20, 25, 30 fois, des fois même plus suivant ce qu'on mange. Donc là, je pense que tout le monde se dit, mais c'est impossible, il est complètement malade. Mais ça, en fait, tout ce que vous ne faites pas comme travail ici, ça va se répercuter dans l'estomac et ça va se répercuter en bas. Donc, en gros, c'est comme au boulot, si votre collègue ne fait pas bien le boulot, ça va revenir vers vous, vous aurez trop de boulot, vous n'arrivez pas à le gérer, vous le passez plus loin et ça devient n'importe quoi. Donc, la digestion, elle commence avec vos dents. Prendre le temps, bah, ça va en même temps, hein. Si vous mâchez 25 fois chaque bouchée, je peux vous dire que vous allez prendre plus de temps à mâcher, vous allez mieux digérer. J'ai eu un suivi en nutrition.
juste ça, ça a changé. Ça lui a permis de prendre du poids, de se sentir moins anxieux, moins stressé, d'avoir du plaisir. Ce qui a changé, c'était juste bien mâcher et manger en 20 minutes ou plus. Juste ça. Et puis, ben, manger quand vous avez faim, ne pas manger quand vous n'avez pas faim. Ça veut dire manger en fonction de ce que demande votre ventre. Alors, je vous ai mis des menus, des idées de menus. Ça, je vous le mettrai dans l'e-book que je vais vous envoyer, enfin, que vous trouverez sur la plateforme où vous aurez le replay de la vidéo. Là, je vous ai mis trois idées de recettes. Donc, ça, c'est pour le matin, par exemple. Donc, un pudding avec de l'avoine, des graines de chia et de tournesol, du yogourt avec du lait. Moi, je dilue un peu ou avec de l'eau et puis des fruits. À midi, par exemple, une salade de pâtes avec des pâtes complètes, de l'huile de lin et d'olive. Vous savez, oméga 3, oméga 9, des épinards, tomates pour les fibres, anchois pour les oméga 3. Et le soir, un poke bowl, comme ils appellent ça maintenant, avec du kimchi, donc du chou fermenté pour les probiotiques. Vous avez déjà eu des probiotiques avec les yogourts le matin. Le riz, il y a des fibres, pois chiches également. Riz et pois chiches, il y a une bonne association au niveau protéines. Donc ça, c'est top. Carottes, concombres, oignons rouges. Les oignons, super au niveau des fibres. Ça, c'est vraiment top. Puis des graines de sésame. Donc ça, c'est une journée, par exemple, top dans votre assiette. Alors, on arrive au bout de la conférence. Je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, mais là, c'était beaucoup d'informations que je vous ai balancées comme ça très rapidement. Et je sais que des fois, c'est difficile de... Enfin, on a ces infos, puis on se dit, OK, mais maintenant, comment est-ce que je mets ça en pratique? Des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Alors, là, je vous proposerai, enfin, dans le mail que vous allez recevoir plus tard, j'ai une proposition. D'abord, j'avais fait que la conférence, puis après, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont être frustrés sur ne pas savoir comment mettre ça en place. Donc, je me suis dit, je crée un défi de 2 semaines, un défi de groupe pour commencer à prendre soin de son microbiote. Ce défi est basé sur un e-book dans lequel ben, je mettrai des rappels des grandes lignes de ce que j'ai évoqué ici, mais vous aurez le replay aussi que vous pourrez réécouter. Il y aura plusieurs idées de recettes de cuisine. Donc, il y aura, je crois, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a 3 types de petits-déj, puis 3 ou 5 midi et soir. Donc, ça vous donne des idées que vous pouvez après moduler. Et puis, pendant 2 semaines, chaque jour, vous aurez une fiche d'évaluation que vous pourrez remplir avec différents critères. Vous aurez des fiches pour noter vos résultats, voir la progression. Et puis, il y aura 2 lives en groupe de 1 heure, donc le 28 septembre et le 5 octobre, dans lequel, ben voilà, avec les personnes qui seront inscrites, s'il y a des gens qui s'inscrivent, hein, peut-être que ça sera un flop, ça n'intéressera personne, ben, on aura 1 heure pour poser des questions un peu plus personnalisées. Alors, ça sera toujours pas une consultation individuelle, mais ça permettra déjà d'aller un petit peu plus en détail sur des questions sur comment on met ça vraiment en place. Et alors, le prix du défi, la conférence était à 10 euros. Le prix du défi est à 179. Donc voilà, c'est un plus gros investissement. Mais c'est 2 semaines où vous faites en autonomie et il y a 2 points de chute pour des lives sur Zoom où ben voilà, on va pouvoir échanger ensemble. Voilà, donc à la fin il y a aussi toutes les références de la bibliographie scientifique qui se trouve ici. Et j'ouvre le bal du coup des questions-réponses. Je vais arrêter le partage et je vais aller regarder du coup dans le chat. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas encore mises, c'est le moment. Alors, je vais voir s'il y en a qui ont déjà été inscrites. Autrement, ben, c'est le moment pour le faire. Euh, alors, est-ce que le chocolat noir, ça constipe? Ça dépend si tu manges que ça, et ça dépend en quelle quantité tu manges, mais je veux dire, si tu manges plein de suffisamment équilibré. Alors, justement, hein, s'il y a trop de fibres,
ça peut nous constiper. Donc, il faut trouver un peu le juste milieu. On n'est pas tous égaux face à ça. Mais il n'y a aucun souci à ce que tu manges tes quelques carrés de chocolat noir euh, en soirée si ça te fait plaisir. Euh, 2 litres tout le temps envie d'aller aux toilettes. Alors c'est clair, hein, quand on s'hydrate, ben, on va plus aux toilettes. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche, hein, notre corps est fait pour ça. Mais ce qui devrait vous inquiéter, c'est plutôt de ne pas aller aux toilettes. Parce que quand on n'est pas hydraté, il faut se dire que notre corps, c'est 70% d'eau. Donc si on n'a pas assez d'eau, il y a tout qui va commencer à mal fonctionner. Puis on va dire, ah mais tiens, je suis fatigué, ah je suis constipé, je sais pas, j'ai besoin de 8 cafés pour me concentrer durant la journée. Ben ouais, si on est déshydraté, tout devient beaucoup plus dur. L'histamine et le microbiote. Alors, ça c'est quelque chose, en effet, il y a des gens qui sont hyper réactifs à l'histamine. C'est ce qui peut créer justement, enfin, c'est des réactions d'inflammation et qui se trouvent dans différents types d'aliments. Moi, je suis pas très spécialisé encore sur cette question. Par contre, les gens qui ont une hypersensibilité à l'histamine, une chose qui peut être intéressante, c'est les graines germées. Ça, vous avez peut-être vu ces derniers temps, peut-être j'ai mis aussi un peu plus en story sur Instagram, je fais germer des graines. Donc, toutes les graines que vous avez, ou les légumineuses par exemple, qui sont un peu embêtantes à cuire, si vous êtes un peu flemmard comme moi ou pressé, j'ai jamais la patience de cuire des lentilles ou de cuire des pois chiches parce qu'il faut les faire tremper, ensuite il faut les cuire 40 minutes. Ben, une manière de raccourcir ça, c'est de les faire germer. Hyper simple. Alors pour chaque graine, ça va être différent, mais par exemple, les pois chiches, ben, hier, vers midi, je crois, je les ai mis à tremper. J'ai mis à tremper environ 8 heures. Puis ensuite, je vide l'eau, je les rince, je les mets dans une passoire, que ça soit à l'air libre. Je mets un torchon dessus pour cacher la lumière. Et de temps à autre, je vais les rincer parce qu'il peut y avoir des problèmes avec les bactéries. Donc ça, il faut juste faire gaffe à ça. Et bah, aujourd'hui, ça a déjà commencé à germer. Et ça, le fait de faire germer les graines, ça va booster les vitamines et les minéraux. Vitamines, ça peut faire x5. La vitamine C, par exemple, elle va être multipliée par 5 une fois que la graine est germée. Donc ça, hyper intéressant. Et par rapport à l'histamine, c'est quelque chose qui va grandement aider. Quel est mon avis sur une alimentation exclusivement végétalienne? Bon, j'ai pas vraiment d'avis. Disons que c'est pas une religion pour moi. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ben, si on est vraiment que végétalien, aucun produit d'origine animale, on va être obligé de se complémenter, notamment en vitamine B12. Donc, voilà. Et puis, au niveau du fer, il va falloir être super carré pour arriver à avoir ces quotas de fer, parce que oui, il y a du fer dans les légumineuses, mais il y a aussi beaucoup d'acide phytique, de phytate, qui vont perturber l'absorption du fer. Donc, disons que si on veut être vraiment végétalien, il faut être super carré sur l'alimentation parce que sinon on risque des carences, des déficits dans plein de nutriments, puis ça va entraîner des problèmes de santé. Donc, je dirais que il faut être, ouais, ça pourquoi pas, mais il faut être vachement carré pour y arriver. Alors pour les graines germées, alors moi ça m'est arrivé d'en manger cru, mais j'ai fait mes recherches, apparemment faut pas trop le faire. Mais après en fait ça, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, ça va cuire beaucoup plus rapidement. Par exemple des pois chiches, vous les mettez ensuite 10 minutes à la vapeur et ça sera bon. Puis vous mettez ça dans une salade, c'est super bon. Alors dans le cas d'une expatriation dans un pays d'Asie, par exemple, observe-t-on une adaptation du microbiote dans la plupart des cas? Alors oui, probablement, ouais. En fait, ça va être probablement que si on analyse, enfin, c'est pas probablement, on peut faire des comparaisons de microbiote et deviner un petit peu d'où les personnes viennent. Parce que, bah, je sais pas, par exemple, en Asie, il y aura beaucoup moins de produits laitiers qu'en Suisse. En Suisse, on a des cinglés des produits laitiers. Bah, on aura beaucoup de bifidobactères, par exemple, alors qu'en Asie, où ils mangent beaucoup moins de ça, il y aura peut-être plus je dis n'importe quoi, de lactobacilles ou d'entérococcus, je sais pas. Alors, à part l'algue nori, est-ce que vous connaissez d'autres sortes d'algues à consommer? La spiruline.
Maintenant, d'autres algues, non. J'avoue que les algues, j'ai pas trop creusé encore, vu que j'habite en Suisse. On n'a pas vraiment d'algues. Et j'essaie de manger le plus local possible, donc ça, j'ai pas trop investigué. Mais les algues, ça peut être super sain s'ils sont pas pollués. C'est toujours un peu le problème. Alors, les poissons en conserve, aussi des bons apports. Oui. Après tout, c'est toujours une question de qualité. Ça va dépendre de quel type de poisson c'est, euh, comment ça a été conservé. Donc, ça peut avoir des bons apports. Par contre, ben, je sais pas si vous allez prendre les conserves les plus bons marchés. Il y a de bonnes chances pour que le poisson il n'ait pas été bien conservé et que ouais, ça soit pas des bons apports ou même qu'il y ait des conservateurs dedans. Donc, des bonnes conserves de qualité, oui. Autrement, poisson frais, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit le wakame aussi, c'est des algues, en effet, merci. Est-ce que l'eczéma peut être résolu juste par le microbiote? Alors, c'est toujours compliqué ces questions parce que c'est dur de dire exactement, voilà, c'est à cause du microbiote que vous avez de l'eczéma. Donc, ça va être quelque chose qui va être très empirique, en fait. Il faut tester, et typiquement avec des probiotiques, peut-être avec de la glutamine, voir si avec une cure, d'essayer de voir est-ce qu'il y a un impact. Après, ben, il y a plein d'autres variables. Il y a le stress, il y a le sommeil, plein de choses. Quand on a de l'eczéma, on voit qu'il y a des poussées en fonction du stress, en fonction des saisons parfois, etc. Donc, disons, ça a une influence. Maintenant, je peux te dire, voilà, prends des probiotiques 3 mois, ça sera réglé. Non, je peux pas te dire ça. Les chutes de cheveux peuvent être dues à un mauvais microbiote. Euh, alors, ben, ça a des liens, je veux dire, chute de cheveux, ça peut être en lien notamment avec le zinc. Tout ce qui est ongles, cheveux, donc les téguments communs, en lien beaucoup avec le zinc. Donc, voilà, on peut partir du principe que si on a une mauvaise absorption, un mauvais système digestif, le zinc va pas être bien absorbé non plus. Et ça peut avoir un lien. Alors, pensez-vous que les premiers probiotiques de nouvelle génération seront disponibles prochainement? J'ai vu que des traitements étaient déjà faits en phase 2. Il semble que le marché des probiotiques devrait exploser d'ici 2030. Alors, il est déjà en train d'exploser parce que justement, bah, il y a les compléments surfent là-dessus. C'est là où il faut faire attention, il faut faire un peu ces petites études de marché. Moi, bah, je travaille en collaboration avec NutriPure, qui est une marque de compléments alimentaires française, parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur les compléments, et puis c'est compliqué de savoir vraiment la qualité. Et puis, ben, j'ai trouvé que NutriPure avait vraiment, dans tous les professionnels que j'ai rencontrés, ils encensaient tous cette marque. Ils ont vraiment des produits ben, en France. Et c'est vraiment assez pointu. Donc maintenant, je collabore avec eux. Je pensais pas le faire un jour, mais je suis en collaboration avec eux. Et donc, ben, c'est beaucoup leurs produits que je recommande. Et notamment leurs probiotiques qui sont vraiment top. Il y a 10 milliards d'UFC, il y a 6 souches différentes, je crois. Donc vraiment, vraiment top. Maintenant, probiotique nouvelle génération, bah, je pense de toute façon ça va s'emballer. Là où il y a de l'argent à faire, les gens vont s'emballer. Donc il y en a qui vont s'emballer de la mauvaise façon en proposant n'importe quoi. Typiquement, bah, il y a plein de probiotiques, on l'a vu, j'en ai parlé avant, des qui font ça sous forme de comprimés. Bah, en fait, c'est super, vous allez vous dire je fais une cure de probiotiques, je prends soin de moi, mais finalement, vous mangez des bactéries qui sont déjà mortes. Alors il faut s'assurer qu'il y ait des bactéries qui sont encore vivantes, etc. Donc oui, ben, je pense forcément, je vous dis, j'ai appelé cette conférence la nouvelle révolution, parce que dans les années à venir, on va de plus en plus en parler, ça va être de plus en plus, il va y avoir de la recherche de plus en plus dessus. Et j'espère qu'au niveau psychologie, on va de plus en plus se mettre là-dessus et aller dans de la psychonutrition. Alors, je vois qu'il est 19h34. Euh, je vois qu'il n'y a pas forcément de nouvelles questions qui viennent s'afficher. Je vous remercie énormément pour la participation parce que euh,
bah, quand j'ai lancé ça, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire quelque chose sur, sur le microbiote. Puis je me suis dit, bah, je vais tenter. Je propose une conférence, on verra bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Je crois que j'ai eu 42 personnes inscrites, ce qui est peut-être peu pour certains, mais moi, je trouve que c'est beaucoup d'avoir 42 personnes qui viennent un mercredi soir m'accorder 1 heure de leur temps. Donc, merci beaucoup pour ça. Les pas qui vont suivre. Pour récapituler, dans les jours à venir, je vais essayer de faire au plus vite, mais voilà, je vous garantis rien parce que là, j'ai un programme vachement chargé. Dans les jours à venir, vous allez recevoir une inscription sur ma plateforme Thinkific, ma plateforme de formation en ligne, où vous allez avoir la vidéo en replay que vous pourrez regarder à vie, si vous voulez. Je vous mettrai dessus le e-book avec les 3 recettes. Et puis, je vous enverrai un mail avec les différents compléments dont j'ai parlé. Si vous voulez les commander, vous n'êtes pas obligé, hein, je ne suis pas là pour pousser les compléments. Les compléments, ça vient en complément d'une alimentation saine. Donc, si votre alimentation elle est un petit peu éclatée en ce moment, d'abord, vous commencez par une bonne alimentation, puis après, vous prenez les compléments, si ça ne suffit pas. Mais je vous mettrai tous les compléments avec les liens du site NutriPure. Et puis, bah, comme je collabore avec, j'ai un code promotionnel qui vous donne 10% voilà, sur votre commande lorsque vous mettez mon code. Donc, c'est mon nom de famille, c'est Borlo, à l'inscription sur le site. Voilà. Et dans le mail, il y aura aussi la possibilité de vous inscrire à mon défi de 2 semaines. Si vous voulez continuer à être accompagné pour ces 2 prochaines semaines sur comment mettre un petit peu ça en place, euh, eh ben, vous allez pouvoir vous inscrire là-dessus. Et donc, peut-être que je vais revoir certains ou certaines d'entre vous durant les 2 prochaines semaines. Donc, le challenge commencera ce samedi. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, si vous êtes motivé, euh, eh ben, faudra vous inscrire dans les jours à venir. Ça commence samedi. Et puis, samedi prochain, il y aura le premier live pour poser vos questions. Ensuite, de nouveau une semaine et deuxième live. Donc voilà, je vous envoie ça normalement ce soir. Et ben voilà, je vous remercie et j'espère à une prochaine. Vu que si ce format vous plaît, vous pourrez mettre aussi sur la formation, sur le site de formation, là où il y aura le replay, vous pourrez mettre une évaluation donc, n'hésitez pas à mettre une évaluation parce que ça va rester sur le site. S'il y a des gens qui sont intéressés, ça leur donnera envie de rejoindre la conférence. Puis, si ça vous a plu comme format, peut-être ça va me pousser à faire des recherches pour faire de nouvelles conférences. Après, je ne vous cache pas que ça m'a pris, je pense, 1 ou 2 mois de préparation. On dirait pas avec un PowerPoint comme ça assez simple, mais toute la recherche bibliographique, scientifique, etc., elle prend vachement de temps. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour aujourd'hui. Ciao, ciao.